Bonjour, bienvenue à toutes et tous pour ce webinaire spécial organisé par Carbone 4 et dédié au transport routier. Nous allons passer 1h30 ensemble pour parler des motorisations alternatives pour la route. Et à cet effet, nous avons le plaisir d'accueillir 4 invités. Nous avons le plaisir d'accueillir Christelle Verquin, qui est la déléguée générale de France Hydrogène. Bonjour Christelle. Bonjour à tous. Nous avons aussi le plaisir de compter parmi nous Gilles Durand, qui est le secrétaire général de l'AFGNV, l'Association française pour le gaz naturel véhicule. Bonjour à tous. C'est pas facile à dire, je reconnais, AFGNV. En effet. Avec nous également Marc Lejeune, qui est directeur Powertrain Concept Team France pour Renault Trucks. Bonjour à tous. Philippe Decarnet aussi sera de la partie. Philippe est Executive Vice-Président chez Geodis. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Bonjour Philippe. Et puis vos serviteurs, donc Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour. Voilà, Nicolas qui va prendre la parole dans peu de temps. Et puis bien sûr, moi-même, Stéphane Amand, qui est Senior Manager chez Carbone 4. Donc aujourd'hui, le programme du webinaire est le suivant. Nous allons d'abord vous présenter les résultats de l'étude Carbone 4 sur l'empreinte carbone des motorisations alternatives, étude qui est parue en novembre de l'année dernière. Nous allons à peu près prendre 20 à 25 minutes pour cela. Et puis, nous aurons une table ronde avec nos 4 invités. Cette table ronde permettra d'aborder un certain nombre de sujets pendant 40 minutes. Et enfin, nous allons répondre aux questions de l'auditoire, donc à tous les participants qui ont eu la très bonne idée de nous rejoindre aujourd'hui et à qui nous proposons de poser des questions dans l'onglet qui est dédié aux questions. Donc, ce n'est pas l'onglet chat, c'est bien l'onglet questions que tous les participants peuvent trouver normalement après s'être connectés à GoToMeeting. Donc, si vous avez des questions, vous les inscrivez dans cet onglet et nous ferons notre possible avec Nicolas et avec nos 4 invités pour répondre à un maximum d'entre elles. Le chat, lui, il est toujours également accessible, mais il est réservé à vos réactions et aux réactions qui ne sont pas des questions. Vous pouvez aussi l'utiliser si vous rencontrez des problèmes techniques. Je vous propose de démarrer sans plus tarder avec Nicolas qui va vous présenter les résultats principaux de l'étude Carbone 4 sur les motorisations. Et en attendant, je coupe ma caméra pendant ce temps. Merci beaucoup Stéphane. Donc ici on va vous présenter une étude qui permet de comparer l'empreinte carbone de différentes motorisations qui utilisent différentes énergies ou vecteurs énergétiques. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et dans la comparaison des différentes choses, juste quelques remarques sur le périmètre. Qu'est-ce qu'on a regardé exactement? En termes de segments, on a regardé les véhicules particuliers, mais aussi les véhicules utilitaires, les autobus ou les tracteurs routiers. Donc, on va aussi couvrir les véhicules lourds. Il s'agit de l'empreinte carbone sur l'ensemble de la vie du véhicule. Et ça, c'est du coup peut-être une différence par rapport à d'autres études que vous avez pu déjà regarder. C'est qu'ici, on prend en compte bien la fabrication et la fin de vie du véhicule et pas simplement l'usage. On a aussi, donc en termes de vecteurs énergétiques, on va regarder plusieurs types de vecteurs énergétiques. Donc, l'essence, le diesel, mais aussi leurs équivalents en biocarburant liquide, le gaz, le biogaz, l'électricité et l'hydrogène. Et donc, c'est une approche qui prend en compte l'amont de l'énergie. C'est-à-dire que, par exemple, pour l'électricité, on va prendre en compte les émissions nécessaires à la production d'électricité. Les changements d'usage des sols sont pris en compte, on va en reparler un peu plus tard. On prend en compte aussi l'évolution à la fois des véhicules, mais aussi de la production d'énergie tout au long de la projection de notre étude. Donc, c'est une étude dynamique, c'est-à-dire qu'un véhicule qui est vendu en 2020, il va rouler jusqu'en 2031, sur une période d'utilisation de 12 ans. Pendant ce temps-là, le mix d'électricité des différents pays va se décarboner. Et ce phénomène-là, on prend en compte que l'électricité en 2031 ne sera pas
aussi émissive que celle de 2020. Enfin, on a pris en compte les incertitudes, puisqu'il y a forcément beaucoup d'hypothèses dans cette étude, avec une analyse de sensibilité et aussi la construction de scénarios dont on reparlera un peu plus loin dans l'étude. Voilà, je vous propose de commencer par explorer segment par segment les différentes motorisations et on va pouvoir voir que 3 motorisations se démarquent réellement en termes de décarbonation. Tout d'abord, si on commence avec le segment B. Donc, segment B, ça correspond à des voitures de type citadine, comme la Clio, la 208 ou même la Zoé pour le mode électrique. On peut déjà voir sur ce graphique, alors comment lire ce graphique? Vous avez les différentes motorisations, donc VTH, c'est véhicule thermique, VHR, c'est un véhicule hybride rechargeable, donc qui peut bien s'approvisionner en électricité comme en essence. VEB, véhicule électrique à batterie. En ordonnée, vous avez l'empreinte carbone qui est quantifiée sous la forme de grammes de CO2 équivalent. Donc, on prend en compte l'ensemble des gaz à effet de serre traduits en CO2, grammes de CO2 équivalent par kilomètre. Et vous avez les différentes parties du diagramme qui représentent les différentes phases de la vie du véhicule. Donc, sa fabrication, en bleu clair, la fabrication d'équipements spécifiques pour les véhicules électriques ou à hydrogène en vert, puis l'usage qui comprend la partie du changement d'affectation des terres dans sa partie assurée, et enfin la fin de vie du véhicule. Pour le segment B, on peut déjà voir qu'il y a 2 motorisations qui sont réellement décarbonantes. C'est le véhicule thermique au bio-GNC, donc biogaz naturel comprimé, et le véhicule électrique à batterie. Et quand je dis le véhicule électrique à batterie, évidemment, l'empreinte sera la plus faible en France, puisqu'en France, on a une électricité décarbonée, majoritairement nucléaire et d'énergie renouvelable. Mais c'est aussi le cas pour une électricité qui peut être plus carbonée, puisque le reste de l'Union européenne a un facteur d'émission plus élevé que celui de la France pour la production d'électricité. Et même si on prend, par exemple, le cas de la Pologne, qui a une électricité produite majoritairement à partir de charbon, on voit que l'empreinte carbone du véhicule électrique reste inférieure à celle du véhicule essence. On n'aura pas les mêmes gains carbone qu'avec un véhicule électrique qui roule en France, c'est vrai, mais ça reste quand même inférieur. Donc ça, c'est important à prendre en compte et c'est quelque chose qui peut peut-être changer par rapport aux conclusions que vous avez pu voir dans d'autres études passées. Et c'est dû à 2 choses. La première, c'est que, comme je vous le disais, on prend en compte l'évolution du mix électrique tout au long de la durée de vie du véhicule. Et tous les pays, y compris la Pologne, essayent de décarboner leur mix électrique. Et la deuxième chose, c'est que l'empreinte carbone des batteries diminue très fortement d'année en année avec la massification de la production des batteries. Ce qui fait que l'empreinte carbone unitaire d'une batterie va diminuer de manière très rapide. En 2 ou 3 ans, ça peut complètement changer. Enfin, il y a un dernier point que je voudrais évoquer sur ce graphique, c'est le 85. Donc, l'utilisation d'un carburant contenant majoritairement du bioéthanol, on voit que ça permet de diminuer un peu l'empreinte carbone, mais pas suffisamment. On est sur une diminution de l'ordre de 20 à 25% de l'empreinte carbone, et ce n'est pas à la hauteur des enjeux de décarbonation nécessaires. Pour rappel, la stratégie nationale bas carbone établie par le gouvernement français vise de réduire de 95% les émissions du secteur des transports d'ici à 2050, donc dans un peu moins de 30 ans. Si maintenant on passe sur le véhicule segment D, donc segment D c'est équivalent un peu à une berline familiale, on peut voir qu'en plus des 2 premières motorisations qu'on a évoquées, donc le véhicule thermique au biométhane et le véhicule électrique à batterie, il y a aussi le véhicule hydrogène qui permet une forte décarbonation en France. Pourquoi en France? Parce qu'on a une électricité décarbonée. Et donc, à l'inverse de ce que je viens de vous dire sur les véhicules électriques à batterie, où finalement le mix électrique plus ou moins carboné ne va pas forcément changer la conclusion, là, pour le coup, quand l'hydrogène est produit par électrolyse, le fait d'utiliser d'électricité carbonée pour électrolyse peut complètement changer la donne. Et on voit que dans la moyenne de l'Union européenne, utiliser de l'hydrogène produit par électrolyse donne une empreinte carbone supérieure à celle d'un véhicule thermique qui utiliserait du diesel fossile. Donc c'est un point extrêmement important, c'est que le véhicule à hydrogène est intéressant si l'électricité est décarbonée.
Un autre point, j'en profite aussi avec le segment D, c'est regarder le véhicule qui roule au gaz. Le gaz naturel comprimé, là ici on a pris un mix réseau, donc avec 4% de biométhane en moyenne, permet un gain par rapport aux véhicules thermiques fossiles qu'on connaît, mais pas suffisant. Et c'est la même chose pour les véhicules hybrides rechargeables. Ça permet un gain certes, mais ce n'est pas à la hauteur des enjeux climatiques. Tant qu'on est sur le segment D, j'aimerais regarder aussi une autre chose, c'est est-ce que ça vaut le coup d'utiliser des matériaux plus émissifs à la fabrication, mais plus légers, pour ensuite moins consommer lorsque le véhicule roule. On a fait l'évaluation. Ici, vous avez le cas d'un segment D où on a réduit la masse de 200 kg en remplaçant de l'acier par de l'aluminium et du plastique. Et cela, du coup, entraîne une hausse des émissions de fabrication, puisque ce sont des matériaux plus émissifs. Mais finalement, la réduction de la consommation est 3 fois plus gagnante que les émissions de fabrication. Donc la réponse est oui, ça vaut le coup d'utiliser des matériaux plus légers, même s'ils sont plus émissifs à la fabrication, parce qu'on va gagner à l'usage pour un véhicule thermique. Pour un véhicule électrique, la donne sera différente, puisque pour rappel, la phase d'usage sur un véhicule thermique, ça représente environ 80% des émissions totales, et pour un véhicule électrique, plutôt 10 à 12% lorsqu'il roule en France. Donc les conclusions ne sont pas les mêmes pour le véhicule thermique et électrique. Ça, c'est pour toute la partie véhicule particulier. Maintenant, si on passe sur les véhicules lourds, avec notamment les autobus, qu'est-ce qu'on peut remarquer? D'une part, qu'on retrouve les 3 motorisations dont je viens de parler, donc véhicule au biométhane, véhicule électrique à batterie ou véhicule à hydrogène décarboné bien sûr, et aussi que le poids de l'usage est encore plus important, puisque les autobus sont des véhicules qui ont un taux d'utilisation plus élevé, ce qui fait que les gains carbone sont encore plus significatifs pour ce type de véhicule. On voit que la différence entre un véhicule thermique diesel et un véhicule électrique à batterie qui roule en France, ça permet de diviser l'empreinte carbone par 6. Et pour un véhicule au biométhane ou un véhicule à hydrogène, de diviser par 4. Donc ça permet des gains extrêmement significatifs. Enfin, le dernier segment que je vais présenter aujourd'hui, c'est celui des tracteurs routiers. Alors ici, la vision, elle n'est pas pour un véhicule qui est vendu en 2020 et qui roulerait jusqu'en 2031, mais un véhicule qui est vendu en 2030 et qui roule jusqu'en 2041. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'offre sur les motorisations alternatives pour les tracteurs routiers reste encore embryonnaire, notamment pour les tracteurs à batterie ou roulant à l'hydrogène. Donc on a préféré se placer en 2030, où là, on estime qu'on aura une offre complète. Et quand on se place en 2030, on prend en compte l'évolution de toutes les motorisations, y compris les motorisations thermiques. C'est pour ça qu'on a pris en compte l'hybridation légère des véhicules roulant au diesel, d'où le Mild Hybrid Electric Vehicle, que vous pouvez voir en bas. On retrouve les 3 motorisations qu'on a toujours vues, donc biométhane, électrique à batterie et hydrogène. Et un point important pour être tracteur routier, on a aussi regardé le GNL. Quel était l'intérêt du GNL? Et c'est un peu plus émissif que donc GNL, gaz naturel liquéfié, un peu plus émissif que le gaz naturel comprimé, mais les conclusions restent les mêmes. C'est-à-dire que la motorisation au bio-GNL est intéressante et celle au GNL produit des gains trop faibles par rapport aux attentes en matière de décarbonation. Il y a aussi un autre véhicule qui roule au HVO100 qui peut peut-être vous intriguer, et c'est pour ça que je vous propose de faire un zoom sur les biocarburants et de regarder quel est l'intérêt d'utiliser des biocarburants. Ici, vous avez le graphe pour les tracteurs routiers en 2020 et en 2030, avec l'utilisation de diesel pur, l'incorporation de 6% de biodiesel en volume, ce qui correspond au taux moyen européen actuel, et une projection jusqu'à 8% d'ici 2030, ou carrément l'utilisation d'une flotte captive qui roulerait uniquement avec du HVO100. On peut voir que l'utilisation de biocarburants augmente l'empreinte carbone du véhicule en cycle de vie en 2020, voire la diminue légèrement en 2030. Pourquoi? À cause du changement d'affectation des terres. C'est la partie hachurée que vous voyez sur le graphique. En fait, aujourd'hui, dans l'Union européenne, en gros, on utilise 25% d'huile de palme dans les biocarburants, 25% de soja et 50% de colza. Or, l'huile de palme
est 3 fois plus émissive que le diesel et le soja 2 fois plus émissif à cause de ce changement d'affectation des terres qui va conduire à de la déforestation et de la destruction de tourbières en Indonésie, en Malaisie pour l'huile de palme et en Amérique du Sud pour le soja. Pour le colza, c'est pareil, ça va être de la déforestation plutôt indirecte, mais l'utilisation de terres pour pouvoir fabriquer du soja va induire de manière indirecte une concurrence des usages sur d'autres terres et donc de la déforestation. C'est pour ça que même si actuellement en France, il n'y a pas de déforestation, l'empreinte carbone du colza est similaire à celle du diesel par des conséquences indirectes en termes de changement d'affectation des terres. Un autre zoom, peut-être un peu moins important, mais sur le zéro émission. Qu'est-ce que ça veut dire zéro émission? Déjà ici, on parle de zéro émission à l'échappement, puisqu'évidemment, il y a des émissions carbone pour la production d'électricité ou d'hydrogène en amont. Mais ce sont des motorisations importantes, notamment dans les usages urbains, puisqu'effectivement, il y a zéro émission à l'échappement. Donc, en termes de pollution de l'air, cela permet de vraiment réduire la pollution de l'air, pas de l'atténuer complètement, puisqu'il reste quand même des particules fines liées à l'usure des pneus et des freins pour les véhicules. Et ce sont toutes les deux des motorisations électriques. Même les véhicules à hydrogène utilisent des piles à combustible, donc une motorisation électrique pour rouler. On peut voir qu'il y a dans tous les cas, il y a une décarbonation très forte par rapport aux véhicules thermiques à diesel, sauf quand l'hydrogène est produit par de l'électrolyse avec de l'électricité carbonée. Et à noter que sur ce graphique, la production d'hydrogène par vaporéformage, qui est une autre manière de produire de l'hydrogène par rapport à l'électrolyse, est considérée ici dans le cadre du biométhane, pas du méthane. Si jamais on utilisait du gaz fossile vaporéformé en hydrogène, évidemment, on n'aurait pas du tout les mêmes gains. À partir de ces différentes conclusions, donc, on a pu voir qu'il y a 3 motorisations qui se dégagent, celle au biométhane, électrique à batterie et hydrogène. La question dans cette étude, puisqu'il y a beaucoup d'hypothèses qui ont été faites, vous pouvez les retrouver dans notre publication, est de savoir est-ce que si jamais on avait fait un peu varier ces hypothèses, les conclusions changeraient. C'est ce qu'on a essayé de voir au travers de différents scénarios. D'abord, un premier scénario où on s'est dit aujourd'hui, il y a un grand engouement pour le véhicule électrique, mais si on choisissait de concentrer nos efforts pour améliorer les véhicules thermiques, qu'est-ce que ça donnerait? Surtout si on prend en compte en parallèle qu'on aurait une augmentation de la taille des batteries encore plus forte que prévu, puisque les gens veulent absolument maintenir leur autonomie et avoir des très fortes autonomies avec des véhicules électriques. Même si jamais on considère de meilleures améliorations sur le véhicule thermique et des tailles de batterie un peu plus grosses, les conclusions restent inchangées. Le véhicule électrique à batterie est quand même nettement moins émissif que le véhicule thermique. Et ici, on est dans la vision Union européenne. La différence est encore plus forte si jamais on se concentrait sur le cas de la France. Et la deuxième chose qu'on a souhaité regarder, c'est que là, on a comparé les technologies, mais si jamais on couplait ça avec des changements d'usage, qu'est-ce que cela donnerait? Par exemple, si jamais on utilise son véhicule un peu plus longtemps, 15 ans au lieu de 12 ans. Si jamais on diminue un peu la masse des véhicules, donc sans forcément revenir aux années 50, mais juste revenir à la masse moyenne des véhicules des années 2000, qu'est-ce que ça donnerait? Et si on se disait que l'autonomie qu'on a à peu près qu'on a acquise avec les véhicules à batterie actuels est suffisante. Donc là, on regarde un segment B, donc l'autonomie d'une Zoé actuelle, 300 à 400 km, on considère que c'est suffisant et on ne va pas augmenter la taille des batteries. On pourrait obtenir un gain de 20 à 25% sur l'empreinte carbone. Et ici, on parle de toutes les motorisations, pas simplement les motorisations qu'on pourrait qualifier de plus propres. Donc, ça montre bien qu'il y a un enjeu sur le changement des usages qui est extrêmement fort et qui doit être couplé avec le choix de technologies décarbonantes. Maintenant, est-ce qu'on est libre de choisir parmi les 3 motorisations comme on le souhaite? Pas forcément. On risque d'avoir une limitation au niveau de l'approvisionnement. Donc là, c'est le cas on vous montre cet exemple pour le biométhane. Le gisement en biométhane reste très incertain. Il y a beaucoup d'études qui essaient de quantifier ce gisement et ces études varient beaucoup en termes de taille. On est reparti ici de la demande de la stratégie nationale bas carbone. Selon la stratégie nationale bas carbone. Donc, stratégie nationale bas carbone qui est une stratégie très ambitieuse de l'État pour atteindre la neutralité d'ici 2050
et elle affecte 40 TWh au transport de gaz renouvelable. Imaginons que ces 40 TWh sont uniquement du biométhane et qu'ils sont uniquement affectés au transport routier. À partir de la consommation moyenne d'un autobus ou d'un poids lourd, on arriverait à fournir uniquement 12% du parc de poids lourds routiers en 2050 avec le biométhane. Donc ça montre bien que même si jamais on était suffisamment ambitieux et qu'on arrivait à atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone, on n'arriverait pas à pouvoir approvisionner tout le parc de poids lourds en biométhane, sans compter qu'en plus, ici, on avait tout affecté au transport routier, mais que, évidemment, dans le transport, il y a aussi d'autres véhicules plus lourds, comme le ferroviaire, le maritime ou l'aérien, qui vont peut-être demander aussi du biométhane ou de l'hydrogène. Il faut donc choisir avec parcimonie et prioriser les choix de motorisation en fonction des segments. On a vu que pour le biométhane, il y avait une estimation variable du gisement et aussi une concurrence forte des usages. Mais d'un autre côté, il permet de pouvoir faire un plein rapidement et il ne restreint pas l'autonomie. C'est la même chose pour l'hydrogène. L'hydrogène, à la fois, a une offre qui reste encore aujourd'hui limitée et qui ne va pas non plus radicalement changer d'ici demain, puisqu'il faut pouvoir créer les électrolyseurs et pouvoir les approvisionner en électricité. Et elle est soumise, ce vecteur est soumis à une concurrence forte avec le bâtiment, avec l'industrie, et même l'agriculture qui souhaite aussi de l'hydrogène vert. Mais il a aussi les mêmes avantages que le biométhane en termes de plein rapide et d'autonomie non restreinte. À l'inverse, l'électricité est limitante en termes de temps de recharge et d'autonomie, mais n'a pas cette limitation sur les capacités de production électrique que peuvent avoir les deux autres vecteurs. Sachant que cette absence de limitation est quand même à nuancer avec le fait que les batteries induisent une pression importante sur les ressources minérales et que si jamais on voulait vraiment passer l'ensemble du parc de véhicules thermiques en véhicules électriques, on obtiendrait une tension extrêmement forte sur certains métaux comme le lithium, le nickel ou même le cuivre. Donc, ce que je veux dire par ici, c'est que l'enjeu carbone est aussi dépendant d'autres critères quand il s'agit de faire son choix de motorisation. En conclusion, ce que je dirais, c'est que 3 technologies permettent un très bon niveau de décarbonation, j'ai même dirais un niveau de décarbonation à la hauteur des enjeux qu'on nous demande d'ici à 2050. Ce sont les véhicules au biométhane, les véhicules à batterie et les véhicules à hydrogène sous réserve, et c'est une condition très forte, que l'hydrogène soit produit à partir d'électricité décarbonée. On voit que ces 3 technologies forment un palmarès un peu robuste, c'est-à-dire que c'est le même indépendamment du segment de véhicule et qu'il est relativement peu sensible aux variations d'hypothèses qu'on a pu faire dans notre étude. Mais on ne peut pas faire un choix tout à fait libre là-dedans. Il y a une disponibilité limitée en biométhane et en hydrogène, a fortiori pour le transport routier, et donc il vaudrait mieux le flécher prioritairement vers le transport lourd, où il y a un besoin d'autonomie et de recharge rapide. À l'inverse, l'électricité peut répondre à l'essentiel des usages, électricité à batterie, à l'essentiel des usages des véhicules particuliers ou même des véhicules utilitaires qui sont des petits véhicules comparés aux poids lourds. Et donc, c'est vraiment ce vecteur-là qu'il va falloir utiliser en priorité sur les véhicules légers. Et les batteries vont aussi combler la demande manquante au niveau des poids lourds. Donc, dans les poids lourds et les autobus, on aura bien un mix entre le biométhane, l'hydrogène et les batteries. Jusque-là, j'ai parlé de la technologie, mais il n'y a pas que la technologie. Il faut aussi adapter la réglementation, parce que la réglementation européenne actuelle prend en compte uniquement les émissions à l'échappement. Or, on a pu voir avec cette étude que les émissions en cycle de vie peuvent être très différentes des émissions à l'échappement. Ainsi, un véhicule électrique n'est pas 0 g de CO2 par kilomètre. Il faut prendre en compte la partie amont pour les vecteurs énergétiques, mais aussi les équipements, la construction du véhicule, la construction de la batterie, de la pile à combustible, etc. Et au-delà de la technologie, il y a aussi la notion des changements d'usage. Et ça, c'est un point extrêmement important, puisque la technologie seule ne pourra pas permettre d'atteindre les objectifs climatiques. Et comme on l'a vu avec l'analyse par scénario,
le gain, on peut obtenir un gain facilement de 25% sur l'empreinte carbone pour toutes les motorisations en réduisant la masse des véhicules. Et pour rappel, l'augmentation de la masse est due pour un tiers à la sécurité, pour un tiers à l'amélioration de confort et pour un tiers à l'utilisation de véhicules plus puissants. Donc, ce n'est pas uniquement la sécurité qui va permettre l'augmentation de la masse des véhicules. Et d'autre part, en stoppant la course à la taille des batteries. Aujourd'hui, on essaie de rattraper l'autonomie des véhicules thermiques avec les véhicules électriques. Et là-dessus, ça a un impact carbone extrêmement fort, alors qu'on n'a peut-être pas forcément besoin, dans la majorité des cas, d'avoir une telle autonomie. Cette notion de changement d'usage, elle dépasse même la question du véhicule. Il faut aussi penser à réduire les flux non essentiels, à essayer de mieux remplir les véhicules par l'autopartage ou même augmenter les taux de remplissage pour le transport de marchandises et faire du report modal vers des transports qui sont plus sobres en carbone, comme par exemple le ferroviaire ou le fluvial. Donc, on a vraiment un couple entre l'utilisation de technologies qui vont permettre de pouvoir décarboner le transport routier, mais aussi un changement des usages. Et l'un ne va pas sans l'autre. C'est vraiment un aspect extrêmement important. Merci Nicolas. Merci Nicolas. Avec plaisir. C'est chouette. On va passer. On a déjà eu beaucoup de questions dans l'onglet dédié à ça. On les note scrupuleusement. Hein. On ne pourra pas répondre à tout, je peux déjà vous le dire, mais on va essayer d'en faire un maximum. On va maintenant passer à la table ronde et on va poser des questions à nos différents intervenants. Alors, la première question sera destinée à Christelle de France Hydrogène, Christelle Verquin. Christelle, est-ce que vous pouvez remettre… mais c'est bon, vous avez remis votre caméra, c'est parfait. La production d'hydrogène décarboné, on l'a vu, est clé pour la transition bas carbone de la mobilité, mais elle restera encore limitée un certain temps et avec un nombre d'usages qui va grandissant. Quelle priorité doit avoir la mobilité par rapport aux autres usages selon vous, les autres usages étant l'industrie, le bâtiment? Et faudra-t-il privilégier certains modes de transport dans la mobilité, comme nous le suggérons? Alors, ça fait plusieurs questions en une, donc je vais essayer de répondre dans l'ordre. D'abord, merci et bravo pour les résultats de cette étude. Et je dois dire, peut-être en préambule, que nous partageons assez bien les deux idées de conclusion qui sont effectivement l'idée qu'il n'y a pas une seule solution qui servirait à la décarbonation du secteur des transports, que la trajectoire de la décarbonation du secteur des transports est essentielle et il faut s'y mettre donc avec toutes les solutions disponibles, et que le changement d'usage probablement est aussi un facteur clé. Alors pour revenir au sujet de l'hydrogène, effectivement dans la mobilité il y a un gros enjeu qui est celui de l'hydrogène qu'on utilise pour alimenter les véhicules. Alors je ne crois pas qu'il y ait, pour répondre un peu directement à la question que vous posez, je ne crois pas qu'il y ait de concurrence dans les usages. En fait, dans la vision du déploiement qu'on a de l'hydrogène, on voit un timing dans le déploiement. Donc, le premier point, peut-être pour répondre à la question, c'est l'idée qu'aujourd'hui, on utilise déjà de l'hydrogène, produit majoritairement par vaporeformage de gaz naturel, et dont on se sert dans l'industrie. Donc, il y a quasiment aujourd'hui en France 900 000 tonnes d'hydrogène qui sont produites et consommées par an. Donc, tout l'enjeu, c'est de développer une filière de production qui soit d'hydrogène renouvelable ou bas carbone, qui commence par remplacer les usages d'hydrogène issus de fossiles qui sont les usages actuels dans les raffineries, dans la chimie, dans la verrerie, etc. Donc, on veut déjà décarboner ces usages-là et on développe cette filière de production de manière suffisamment massive avec vraiment l'idée d'une filière industrielle de production par électrolyse, de telle manière à ce qu'on puisse servir les nouveaux usages, en particulier la mobilité. Alors, du coup, en matière de mobilité, ce qu'on vise, c'est probablement toutes les mobilités et pas que routières. Mais néanmoins, si on pense au transport routier, qui est peut-être le périmètre du sujet d'aujourd'hui, on vise à 2030 un parc de 300 000 véhicules utilitaires légers et de taxis. Je reviendrai peut-être sur le modèle économique des taxis, puisque c'est un point un peu peut-être à développer. On vise 5 000 poids lourds, 250 trains, 1 000 bateaux. Tout ça consommerait 342 000 tonnes d'hydrogène en 2030, donc à un moment où on serait capable d'en produire 700 000 tonnes décarbonées. Voilà, donc je pense que ça répond
peut-être à la question sur le fait qu'on n'a pas de concurrence d'usage dans l'utilisation de notre hydrogène pour l'hydrogène renouvelable ou bas carbone. Voilà, je peux aller plus loin sur les différents types de mobilité si vous le souhaitez, ou je laisse la parole et on revient après. Oui, on va poursuivre le tour de table. Merci Christelle. Puis peut-être qu'il y aura des questions ensuite dans la dernière partie. Je vais poser une question à Gilles Durand de l'AFGNV. Gilles, voilà, parfait. Voilà. Une question un peu du même tonneau en fait. Les hypothèses actuelles d'offres de biométhane pour la mobilité telles qu'elles sont dans la stratégie nationale bas carbone indiquent que ce vecteur ne pourrait couvrir qu'une faible partie des besoins de transport routier. Est-ce que le potentiel est sous-estimé selon vous? Est-ce qu'il faut procéder à des arbitrages en faveur de la mobilité au détriment des autres secteurs qui ont besoin de décarboner le gaz, comme le bâtiment ou l'industrie? Alors, merci de me donner la parole. C'est vraiment très intéressant votre étude. Je vous remercie parce que nous, on milite depuis un certain temps pour cette analyse en cycle de vie complet des véhicules. Les éléments que j'ai retirés de votre présentation, en fait, il faut se méfier quand même des hypothèses. Parce qu'à date d'aujourd'hui, nous avons 12 000 poids lourds et 12 000 véhicules utilitaires légers, et quelques véhicules légers qui roulent au gaz en France. Ça représente 2 TWh de gaz. Voilà. Après, vous pouvez faire les proportions que vous voulez et vous verrez qu'on n'arrive pas forcément à ce qui était indiqué dans la SNBC. Sachant qu'en 2028, il y a une ambition qui est de 54 000 poids lourds, 7 500 bus et cars au gaz, et puis 110 000 véhicules utilitaires légers. Et donc, je pense que, en fait, il faut se méfier des hypothèses qui sont prises. Je pense qu'on aura, en fonction des décisions qui seront prises sur la volonté d'accompagner le développement du biométhane, des quantités suffisantes. D'autant que l'idée n'est pas d'alimenter tous les véhicules terrestres avec du biométhane. Vous l'avez bien expliqué tout à l'heure. Il y aura l'hydrogène et l'électrique. Concernant l'hydrogène, quand on veut faire de l'hydrogène à partir du vaporéformage du biométhane, si c'est pour faire de la mobilité, autant utiliser directement le biométhane et pas utiliser ce biométhane-là pour transformer en hydrogène. Ça n'aurait pas vraiment de sens. J'entends bien pour la partie mobilité. Donc pour nous, il n'y a vraiment pas de contraintes aujourd'hui. Ce que je dirais en complément, c'est que avant de se poser ces questions-là sur 2050, il faut déjà engager de manière très massive la transition énergétique dans le transport routier. Il n'est que temps. Et quand on regarde aujourd'hui la dynamique de développement du GNV en France, on est par exemple sur les camions, on a 5000 camions de marchandises qui roulent en France aujourd'hui, c'est-à-dire plus 43% par rapport à l'année dernière. Les bus et cars, c'est plus de 4500 bus et cars avec plus de 22% d'augmentation. Voilà, puis je ne vais pas faire la liste complète, mais on a une augmentation très forte. Donc ça répond à un besoin, notamment en TCO pour les transporteurs, parce que je crois que ça aussi, c'est un élément important qu'il faut prendre en compte. Et sur le taux de biométhane, nous étions à 12% de biométhane dans le GNV en 2018. Nous étions à 17% en 2019 et nous serons à plus de 20% en 2020 et ça va continuer à croître progressivement. Et il y a un dernier point dont vous avez parlé tout à l'heure sur le GNL et le bio-GNL. Avec le mécanisme de soutien au biométhane non injecté dans les réseaux, on va pouvoir développer des solutions de production locale de bio-GNL. Et là, clairement, il y aura pour de la longue distance, la très longue distance, je ne vois pas aujourd'hui quelles sont les technologies qui pourraient concurrencer le bio-GNL sur du transport routier de tracteurs de marchandises. Voilà. Merci Gilles. Ça me permet de faire une transition avec Philippe de Carnet de Géodis. Philippe, le bio-GNV, on le voit, est déjà une solution mature pour décarboner le transport routier de marchandises. Comment vous pourriez, vous, en tant que transporteur et organisateur de transport, comment vous pourriez booster l'utilisation de bio-GNV à court terme et si vous considérez que son potentiel est limité, même si Gilles nous pense que ce n'est pas vrai, comment vous verriez la décarbonation du reste du transport routier si donc on est limité en termes de bio-GNV? Merci, effectivement, c'est très intéressant parce que nous, du côté des praticiens, des industriels du transport et de la logistique, on a besoin de différentes choses pour avancer. On a besoin de certitudes scientifiques et donc on remercie tous les chercheurs et les cabinets d'ingénierie qui contribuent à nous donner ces références. On a besoin d'une proposition industrielle pour ce qui concerne les véhicules. On a besoin d'une
proposition industrielle pour la distribution des énergies. Et puis, on a besoin d'un cadre réglementaire qui soit assez stable. Donc aujourd'hui, on a une partie de ces éléments, ou une bonne partie de ces éléments en ce qui concerne le gaz naturel, et c'est en effet une solution qui permet d'avancer. Il y a quand même un certain nombre de bémols aujourd'hui dans l'appréciation des industriels du transport, même si, comme le disait Jules Durand, il y a un fort développement des flottes. Il y a quand même des doutes sur, il n'y a pas de marché de seconde main aujourd'hui sur ces véhicules, donc quelle va être la valeur de revente de mon véhicule en fin de vie, ou combien de temps je vais devoir le garder. J'ai des surcoûts en matière de maintenance de ces véhicules, et j'ai encore un petit peu de surcoût à l'achat. Donc, il y a un certain nombre de points qui sont encore des facteurs de doute pour certains industriels du transport, y compris pour nous. Donc, ce n'est pas forcément une solution qui, du côté de nos opérationnels, recueille forcément totalement l'adhésion. Cependant, on considère en effet qu'il faut bien commencer quelque part, et il faut commencer tout de suite à montrer qu'on se projette dans les trajectoires de réduction, qu'elles soient nationales ou qu'elles soient internationales. On est un groupe international. Le transport routier, les émissions du transport routier, c'est un quart de nos émissions. Un autre quart, ce sont le transport maritime, et la moitié de nos émissions sont liées à du transport aérien. Donc, on a aussi cet ensemble de vues en tête quand on cherche à avancer. Donc, encore une fois, le bio-GNV, c'est une solution pour avancer. Il y a peut-être une autre dimension d'ailleurs d'appréciation de ces énergies qui n'a pas été évoquée dans la présentation, qui est la pollution, puisque on sait qu'aujourd'hui, pour du transport en milieu urbain, je dirais que le citoyen se préoccupe du CO2, mais les édiles se préoccupent surtout de la santé des poumons de leurs concitoyens, et prennent aujourd'hui des décisions sur des zones à faible émission, plutôt sur la base des polluants que sur la base des émissions de CO2. Et aujourd'hui, il y a encore pas mal de controverses d'ailleurs sur quelles sont les émissions réelles de polluants du gaz naturel. Donc oui, c'est une voie. On a aussi une réflexion, ça a été évoqué, sur le baissant et les HVO. Et en effet, l'analyse en cycle de vie transforme la vision qu'on peut en avoir par rapport aux émissions directes. Donc là encore, on a besoin de certitudes à la fois scientifiques et de certitudes réglementaires sur ce qui pourra faire ou ne pas être fait. Sur la déductibilité du CO2, on a besoin de savoir sur le gaz naturel si on peut compter sur de la consommation directe et aussi sur des certificats. Est-ce que je pourrais déduire l'énergie que j'achète en certificat de mon bilan carbone? Et puis, pour aller plus loin, je crois que la présentation dit bien quelles sont les voies. La batterie, plutôt sur des véhicules de taille réduite, donc là aussi plutôt de la distribution notamment urbaine, où là on pense qu'il peut y avoir quelque chose avec un coût de batterie qui descend très vite. Et puis sur l'hydrogène, on est encore, nous, en tant qu'industriels, dans le très grand flou. Donc on écoute avec beaucoup d'attention, on essaye de s'associer à un certain nombre de projets, mais comme le disait Gilles Durand, on a besoin avant tout de TCO et d'éléments de décision économique et d'une offre technique disponible. C'est ça qui va déterminer nos choix. Ah bah écoutez, parfait, merci Philippe. Ça me permet d'enchaîner de manière assez fluide avec Marc Lejeune de Renault Trucks, puisque la question que je voudrais vous poser, Marc, c'est concernant notamment les camions à hydrogène. Donc Hyundai aujourd'hui propose des camions à hydrogène à la vente, notamment en Suisse. On sait qu'il y a pas mal de camions qui ont été vendus à la Suisse. Quelle est la stratégie de Renault et Volvo Trucks en la matière? Est-ce que ces constructeurs misent plutôt sur H2, plutôt sur les batteries, plutôt sur le GNV, un mix? Dites-nous. Alors, votre question elle est plus large que l'hydrogène. C'est quelle est notre stratégie globalement à long terme? Alors, je suis venu avec un slide que je vais vous présenter. J'aurais d'abord vous remercier de m'avoir invité, de nous permettre de donner votre point de vue. Je voudrais vous féliciter aussi pour cette étude que vous avez présentée avec beaucoup de clarté et qui me paraît pleine de bon sens. Alors, avant d'aller sur notre roadmap, il faut que vous compreniez nos contraintes à nous constructeurs. Donc, il y a l'objectif de neutralité européenne en 2050, qui se traduit à court terme par une réglementation CO2, et peut-être qu'on va revenir plus en détail là-dessus tout à l'heure. Et pour nous, ça se traduit dans tous les termes par un engagement vis-à-vis de cet objectif. Donc, le groupe Volvo est en train de préparer des objectifs pour le Science Based Target, qui va inclure les émissions des véhicules qu'on va vendre.
Donc pour préparer ces objectifs, on a fait nos devoirs. On a fait comme vous des analyses de cycle de vie pour toutes les applications, construction, chantier, ville. Une dimension qui n'était pas présente dans ce que Nicolas Meunier a présenté, c'était la dimension coût, qui est très importante. Donc nous, on fait une analyse de TCO pour nos clients, c'est ça qui nous guide. Et puis on est aussi sensible au désir des citoyens d'avoir du zéro émission, qui est par-delà toute considération de TCO ou de CO2, c'est un désir local d'avoir du zéro émission. Donc on fait cette analyse, voilà le résultat du groupe Volvo. La première chose que vous voyez, c'est qu'il y a une rupture de pente en 2040. On s'est engagé l'année dernière à ne plus vendre de véhicules à énergie fossile en 2040, de façon à ce qu'en 2050, l'ensemble du parc soit réellement décarboné. Et depuis, l'ensemble des constructeurs de camions européens nous ont emboîté le pas dans une déclaration qui a été faite via la CEA. Donc ce que vous voyez, c'est que notre analyse nous conduit à penser que le véhicule électrique, pour l'ensemble des applications camions, c'est la solution majoritaire à long terme, c'est la solution d'avenir. Il va être dans un premier temps, l'électricité va être donnée par des batteries dans un premier temps, et plus tard, quand l'hydrogène sera réellement décarboné, quand il y aura réellement un réseau de distribution d'hydrogène, l'hydrogène à travers la pile à combustible sera un moyen d'alimenter ces véhicules électriques pour les applications qui ont besoin de beaucoup d'énergie chaque jour. Ce qui est important aussi de voir, c'est qu'on n'a jamais dit qu'on ne vendrait plus de moteurs thermiques en 2040, on continuera à en vendre. Comme vous voyez, c'est la partie basse du slide. Et ces moteurs thermiques seront alimentés par des énergies non carbonées. Donc ça peut être du biogaz, vous venez de le montrer, ça peut être du biodiesel, ça peut être de l'hydrogène vert. Il y aura toujours un certain nombre d'applications qui pourront continuer avec des moteurs thermiques et des biocarburants. Et ça rejoint exactement l'analyse de Nicolas Meunier tout à l'heure. Ça sera une part minoritaire du transport. La majorité du transport sera électrique. Merci Marc. Et du coup, je vais rebondir sur Géodis, donc Philippe. En relation avec ce que vient de dire Marc, quels sont pour vous les avantages d'avoir une flotte, éventuellement en fait, des avantages ou les inconvénients d'avoir une flotte avec un seul type de motorisation plutôt que d'avoir une flotte avec plusieurs types de motorisation? Est-ce qu'il y a des économies d'échelle en fait qui sont à attendre de faire un choix plutôt qu'un autre? Oui, la réponse est oui, il y a bien des économies d'échelle à réduire le nombre de versions de véhicules et de motorisation. Alors évidemment, ça dépend de la taille de votre flotte et puis ça dépend de la façon dont elle est répartie sur le territoire. Donc on peut imaginer, et aujourd'hui on a effectivement déjà plusieurs types de véhicules, plusieurs types de motorisation, mais en ce qui concerne la spécialisation de la maintenance ou l'organisation de cette maintenance, la vision aussi statistique d'un parc sur ses pannes, sur ses problèmes d'exploitation, la capacité à remplacer un véhicule par un autre, évidemment, il y a un gros avantage à avoir une flotte relativement homogène. Je vais vous donner un exemple très précis qui a trait justement aux véhicules électriques. Il y a une dizaine d'années, on a été précurseur en France avec une flotte d'une centaine de véhicules de taille intermédiaire qu'on a fait construire spécialement. La technologie des batteries maintenant est obsolète, donc cette flotte a été réformée. Mais on avait pris d'abord un choix qui était un choix un peu de vitrine, de saupoudrer ces véhicules sur l'ensemble du territoire pour montrer qu'on avançait sur ce sujet-là. Et ça a été un cauchemar pour nos exploitants parce que le cycle de vie, le cycle d'exploitation plus exactement de ces véhicules dans la journée par rapport à un véhicule diesel n'était absolument pas substituable. Donc, essayer d'insérer des véhicules électriques dans un plan de transport qui était majoritairement fait pour le diesel, ça ne fonctionnait pas. Alors, évidemment, cette remarque peut vous paraître vraiment un peu bébête et on aurait pu y penser plus tôt. Mais en tout cas, c'est juste pour illustrer la difficulté qu'il peut y avoir à avoir plusieurs types de véhicules qui nécessitent plusieurs contraintes d'exploitation au même endroit. Et je ne rentrerai pas dans des exemples similaires pour la question de la maintenance, mais je pense que tout le monde peut comprendre à quoi je fais référence. D'accord, merci Philippe. Je voudrais poser une question à Christelle de France Hydrogène. Non, pardon, d'abord, je reviens sur Volvo parce que finalement, en filigrane dans les propos de Philippe de Carnet de Géodis, il y a donc cette question du TCO. Et donc, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus, Marc, sur les écarts de TCO entre les alternatives bas carbone et les camions au gazole? Est-ce que les aides accordées par l'État, notamment en France, à partir de cette année, sont suffisantes pour arriver à la parité?
de TCO. Est-ce qu'on peut s'attendre sinon à la parité dans les prochaines années? Alors, c'est une très bonne question. Je vais laisser de côté les biocarburants, parce qu'on vient de dire que c'était, en termes d'échelle, ça, c'est pas la solution à long terme. Et pour le véhicule électrique, faut avoir en tête que la France est, parmi les pays européens, le pays qui aide le plus. Aujourd'hui, nos clients qui veulent franchir le pas et passer du diesel à l'électrique, ils reçoivent une prime de 50 000 € de l'État. Ils peuvent amortir à 160% leur camion, jusqu'à 16 tonnes et à 140% au-delà. Et en plus, ils peuvent recevoir localement ou des régions ou des villes des aides qui vont jusqu'à 15 000 €. Donc il y a beaucoup d'aides pour nos clients qui veulent franchir le pas. Même avec ces aides, le TCO n'est pas encore arrivé à parité avec le diesel. Mais néanmoins, on considère que ces aides rendent le véhicule électrique abordable pour nos clients. Le véhicule, il va rester plus cher à l'achat. Après, à l'usage, il coûte 2 fois moins cher en énergie, puisque l'électricité est moins chère que le diesel, et 30% moins cher en maintenance. Il y a encore beaucoup à faire. Il faudrait aussi qu'il y ait une aide pour financer les infrastructures de recharge de nos clients. C'est un coût aussi pour eux de s'équiper. Et puis, si on se projette maintenant dans les années qui viennent, le prix des batteries va probablement continuer à baisser. Nous, on va monter en volume de production, et ça a commencé dès l'an dernier. Donc mécaniquement, par effet d'échelle, le prix du véhicule électrique il va baisser. Mais après, il ne faut pas être naïf. Dans le même temps, les subventions vont accompagner la montée des volumes. La baisse des subventions va accompagner la montée des volumes. Donc ça m'amène sur une réflexion plus générale que je voudrais partager avec vous, qui est que le pétrole a permis une mobilité très bon marché pendant des décennies, mais est-ce qu'il faut vraiment attendre que la mobilité décarbonée puisse l'égaler? Est-ce qu'il ne faut pas simplement reconnaître que la transition énergétique, ça a un coût? Et aujourd'hui, ce coût, il est pris en charge par l'État à travers les subventions dont on vient de parler sur l'électrique. Il est pris en charge aussi par nous, par les chargeurs, les transporteurs, à travers les investissements qu'ils font pour l'instant sans réel business case. Mais ça marche à petite échelle. Quand on va arriver, et on doit arriver à plus grande échelle pour la mobilité décarbonée, il faut revenir dans un schéma de marché classique où c'est le consommateur du produit transporté qui paie le surcoût lié à la décarbonation du transport. Alors la bonne nouvelle, c'est que dans les produits, en général, le transport, le coût du transport, c'est une petite fraction du coût du produit. Donc finalement, pour le consommateur, payer un tout petit peu plus cher, ça va être relativement, ça va pas être $1, mais ça va être un effort faible face au très fort gain sociétal et environnemental d'un transport réellement décarboné. Donc le transport, mon propos, c'est de dire que le transport va être plus cher, il faut l'accepter. La vraie question, je pense, c'est de savoir comment ce surcoût va être réparti sur la chaîne de valeur du transport, entre les chargeurs, les transporteurs, les constructeurs, les énergéticiens. Il faut que ça se mette en place de façon juste et équitable, de façon à ce que chaque maillon de la chaîne garde une marge opérationnelle acceptable qui lui permette de se développer. Bien. J'espère qu'il y a des chargeurs parmi les participants et qui auront entendu votre message, parmi les plus volontaristes. Justement, donc par rapport à ces questions de prix, on sait qu'aujourd'hui, là c'est une question du coup pour Christelle Verquin de France Hydrogène. On sait que pour l'instant, l'hydrogène bas carbone est assez cher, mais avant même de parler de prix, on va parler de disponibilité et de perspectives de développement. Donc Christelle, quelles sont d'après vous très concrètement les perspectives de développement de l'offre hydrogène bas carbone en Europe? Vous avez parlé, je crois, de 700 000 tonnes en France pour 2030, si je ne me suis pas trompé. Quid de l'Europe et quels sont les principaux obstacles pour vous pour développer cet hydrogène décarboné? Alors, dans l'ordre, sur l'Europe, effectivement, l'Union européenne s'est lancée également dans une stratégie de déploiement de la production d'hydrogène qui s'apparente à une stratégie de 2 fois 40 gigawatts. Je m'explique. L'idée, c'est que d'ici à 2030, on puisse avoir une filière de production d'hydrogène au niveau européen qui mêle les différentes stratégies nationales dans un sens coordonné, notamment à travers ce qui s'appelle un projet important d'intérêt européen commun qui existe également pour les batteries, ce qu'on a appelé l'Airbus des batteries. On va avoir la même chose pour l'hydrogène. Et l'objectif de l'Union européenne, voilà, c'est de pouvoir développer, décarboner les usages de l'hydrogène actuel et développer les nouveaux usages avec pour objectif de décarboner tous les secteurs de l'économie qui peuvent l'être. Donc, c'est assez, si vous voulez, similaire à la vision française, modulo quand même quelque chose qui est qu'au niveau européen, l'accent est beaucoup mis sur l'hydrogène vert, produit à partir de renouvelables. Donc, l'idée, c'est que
il y ait une grande partie qui soit produite en Union européenne avec les énergies renouvelables disponibles, et puis une partie d'hydrogène qui serait produit à partir de sources électriques renouvelables qui seraient non européennes. Et donc, on importerait l'hydrogène vert en Europe. Ça, c'est la vision européenne de l'Union européenne et de certains partenaires européens. C'est moins la vision qu'on a en France, où l'idée est celle de se dire il faut qu'on produise au niveau français de l'hydrogène par électrolyse en utilisant un peu l'avantage compétitif qu'on a en France, qui est d'avoir, et ça apparaît assez dans votre étude, un mix électrique réseau assez décarboné à l'aide de l'électricité nucléaire. Donc, au niveau européen, l'idée est assez nette de développer les capacités de production d'hydrogène. Là-dessus, donc l'enjeu global en fait pour tout le monde, et je crois que c'est ça aussi le sujet qui est évoqué par les personnes autour de la table, c'est comment on rend cet hydrogène renouvelable ou bas carbone compétitif par rapport à l'hydrogène fossile, en fait, en termes de coût de production, de telle manière à ce qu'en termes de TCO de véhicules, on puisse aller à des TCO compétitifs par rapport à d'autres solutions de mobilité. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu énorme du coût de production d'hydrogène renouvelable et bas carbone. Là-dessus, on a des propositions de l'État français dans la stratégie de combler l'écart de coût de production entre l'hydrogène d'origine fossile aujourd'hui et l'hydrogène renouvelable ou bas carbone. On a aussi des enjeux réglementaires, d'adapter le cadre réglementaire pour permettre la distribution d'hydrogène dans des stations-service. Je pourrais détailler si vous le souhaitez. On a bien sûr un sujet logistique. L'idée, c'est de pouvoir mettre en place des infrastructures de ravitaillement. Donc, il y a une vision qui est nationale avec des vallées hydrogène et le déploiement de tout un maillage sur des territoires. Je peux rentrer dans le détail aussi un petit peu si vous le voulez. Et une dimension européenne qui est de mailler de stations-service les grands corridors européens, les réseaux transeuropéens de transport, et notamment pour le transport de longue distance d'hydrogène, et puis pour l'acheminement de cet hydrogène, c'est-à-dire la logistique associée à la mise à disposition d'hydrogène, eh bien, plusieurs possibilités existent, et en particulier les pipelines pour l'instant de gaz et d'hydrogène demain. Voilà, donc on voit qu'on a un certain nombre d'enjeux. Et puis un enjeu technologique aussi, mais qui est dans l'idée de se dire il faut que la décarbonation serve aussi d'opportunité pour nos industriels, et donc comment on saisit l'occasion dans le secteur de la mobilité pour aller vers le déploiement de solutions technologiques qui permettent de créer de l'emploi sur les territoires en France. Voilà, donc ça fait un grand nombre d'enjeux. Oui, merci Christelle pour essayer d'être synthétique sur cette question compliquée. J'ai une question pour Gilles Durand de la FGNV, et toujours un peu en lien avec ces questions de disponibilité. En France, donc, le bio-GNV se développe assez fortement, mais j'aimerais que vous nous donniez éventuellement l'exemple d'un pays ailleurs dans le monde qui pourrait nous servir d'exemple et qui ferait mieux que la France en matière de développement de bio-GNV. Alors, je vais vous parler d'un pays qui ne développe pas le bio-GNV, mais je vais vous parler de la France de l'hydrogène et de l'électricité, qui donne 50 000 € effectivement à un camion électrique en subvention, sachant, je crois que c'est Philippe de Carnet qui disait qu'à un moment donné, en fait, en fonction des contraintes qu'on a avec les véhicules sur l'autonomie, le temps de recharge, etc., ça peut créer des coûts d'utilisation qui sont importants et qui ne sont pas du tout effacés par la subvention à l'achat. Mais d'ailleurs, c'est d'autant dommage parce que nous avons écrit au sujet de ce plan de relance qui donne des subventions très importantes pour les véhicules électriques et hydrogène, et qui n'a absolument pas parlé du GNV. Et de ce point de vue-là, les associations professionnelles, enfin les syndicats professionnels du transport routier, marchandises, donc FNTR, FNTV, OTRE, TLF, et peut-être d'autres que j'ai oubliés, ont écrit au ministre en disant qu'ils souhaitaient que le GNV soit intégré dans ce plan de relance. Voilà, donc j'aimerais bien vivre dans ce pays d'électricité et de l'hydrogène de la France. Mais pour citer un autre pays, je vais quand même parler de la Suisse. La Suisse, il y a quelques années, lorsqu'on a commencé à s'intéresser en fait au fait que, en fait, en Europe, pour les émissions de CO2, on ne tient pas compte du tout du caractère renouvelable du carburant. C'est-à-dire que entre le méthane et le biométhane, en fait, on ne fait aucune différence, et c'est vrai aussi pour les autres biocarburants. C'est tout à fait dommageable, et votre étude le montre très bien que si on continue comme ça, on ira dans le mur en termes d'émissions de CO2. C'est-à-dire qu'on pourra penser faire des réductions d'émissions, et en fait, on ne les fera pas du tout. Et donc, la Suisse avait mis en place, à l'époque, c'était il y a quelques années,
il y a 3-4 ans peut-être, un facteur de correction qui était appliqué au véhicule, qui roulait au bio-GNV, et donc qui tenait compte en fait de cette proportion de carburant renouvelable dans le carburant classique. Voilà. Donc ça, on aimerait bien le mettre en place. À l'époque, notre association européenne avait soutenu cette proposition auprès de l'Europe, qui l'avait refusée. Et malheureusement, on est en Europe, et donc ça n'a jamais été accepté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que dans la réglementation CO2 qui a été signée en 2019, il est écrit, alors à la mode européenne, hein, d'ici 2023, nous pourrons commencer à examiner la possibilité de voir s'il était envisageable de mettre en place une évaluation des émissions de CO2 en analyse du cycle de vie. Nous espérons fortement que cette chose-là se fasse. Et je crois qu'il en serait d'ailleurs de l'intérêt des constructeurs automobiles, véhicules, voitures ou camions, que ça se mette en place, parce qu'aujourd'hui, ils sont fortement contraints par ces menaces de pénalités très lourdes sur le non-respect de la baisse des émissions de CO2. Et alors qu'on l'a vu, je ne sais plus qui en a parlé tout à l'heure, mais avec cette approche en ACV, on pourrait baisser fortement, notamment pour les moteurs thermiques, les émissions de CO2 des véhicules, assez mécaniquement en intégrant des carburants renouvelables. Voilà. D'accord, merci Gilles. Bon, le débat est relancé du coup. Il nous reste, on va essayer de passer 8 minutes autour de la table ronde, donc 2 minutes par question. C'est un défi que je vous lance. Je vais commencer avec vous, Christelle, pour France Hydrogène. Est-ce que, à l'instar de ce que je viens de demander à Gilles, vous avez en tête l'exemple d'un pays qui fait mieux que la France en matière de développement de la filière H2 bas carbone? Alors, en 2 minutes, ça va être compliqué. En fait, je pense qu'il faut à un moment quand même reconnaître que la France a pris le pari de l'hydrogène et a proposé une stratégie très ambitieuse. Donc, quand on regarde un peu ce qui se passe en Europe, on est plutôt assez avancé dans l'idée d'une vision assez consolidée de ce qu'on veut faire avec l'hydrogène, y compris donc, dans la mobilité, mais dans une vision d'ensemble. Après, l'autre point, c'est qu'il faut s'intégrer dans une dynamique européenne en coopérant avec nos amis européens, puisque je crois que la compétition se fait vraiment sur le marché mondial. Alors, on voit que les Allemands sont assez mobilisés hein, sur le transport avec de l'hydrogène. Et vous avez certainement entendu parler d'une initiative qui s'appelle H2 Accelerate, qui rassemble Daimler Truck, Iveco, OMV, Shell et Volvo, qui vise à booster le développement des camions à hydrogène. Donc, on voit que ce consortium rassemble des constructeurs, des producteurs, des exploitants de stations, des personnes qui s'occupent des carburants, enfin, des équipementiers. Donc, on voit vraiment cette dynamique en Allemagne et j'espère qu'en France, on fera aussi bien. Après, ce qu'il faut regarder, c'est que des pays, notamment en Asie, misent énormément sur l'hydrogène pour la mobilité, ont une vision vraiment en plus d'un marché mondial, simplement au détriment de la qualité de l'hydrogène, si je puis dire, puisque l'idée serait d'utiliser de l'hydrogène carboné et de gagner des parts de marché comme ça. Voilà, donc on a un peu un challenge par rapport à ça, je crois. D'accord, ok, c'est clair, merci Christelle. Pour Marc, plusieurs mesures, dont celle du plan de relance, font que le véhicule électrique pour les particuliers a dépassé les attentes en termes de vente cette année en France. Pour les poids lourds, est-ce qu'il faut aussi revoir les anciennes prévisions à la hausse? À quel moment l'offre des constructeurs va-t-elle devenir significative? Alors, notre analyse, c'est que le marché va décoller. Les subventions dont on vient de parler en France, ça rend, j'ai dit que ce n'était pas au même TCO que le diesel, mais c'est très abordable compte tenu de toutes les externalités positives que le véhicule électrique apporte. Il ne faut pas négliger l'impact aussi pour nos clients du fait de l'absence d'émissions locales et de bruit local. On vend des camions électriques depuis l'année dernière et on a un retour vraiment enthousiaste des chauffeurs. Je pense que tout le monde l'a vécu en conduisant une voiture électrique. C'est puissant, c'est fluide, ça fait pas de bruit. Donc à l'usage, c'est un produit qui est très agréable à utiliser. La recharge n'est pas un souci. On en a parlé tout à l'heure. C'est pas du tout un souci pour l'instant pour nos clients. Elle se fait la nuit à basse puissance dans les entrepôts. Et il y a largement le temps de la faire. Donc nous, on pense que le marché va décoller. On se met en ordre de bataille pour vendre 10% de nos véhicules en électrique en 2025. C'est dans 4 ans. Et un tiers de notre production sera vendue en électrique en 2030. Ça, c'est nos prévisions internes.
Et on espère aussi que dans quelques années, quand le parc de véhicules électriques aura grandi, je pense que ça va décoller dès cette année en France, les collectivités territoriales vont étendre les ZFE, les zones à faible émission, en les réservant aux critères zéro dans certains endroits, ce qui permettra de booster encore un peu plus le marché électrique. Bah, en contrepoint avec ce que vous dites, j'aimerais bien qu'on ait l'avis de Philippe de Carnet de Géodis. Philippe, est-ce que Géodis, par sa longue expérience, croit en l'électrification significative du transport routier de marchandises? Alors, je dirais, pour faire court, qu'on croit dans certains types d'usages là aujourd'hui, et qui sont des usages de véhicules plutôt légers, plutôt dans des circuits de distribution urbaine. On croit beaucoup moins au jour d'aujourd'hui à des véhicules lourds, type 19 tonnes, porteur 19 tonnes ou tracteur 44 tonnes, parce que en fait, comme le disait tout à l'heure la présentation de l'étude, transporter des batteries, c'est pas une fin en soi dans la vie. Donc, on pense qu'il y a plutôt d'autres voies que le véhicule électrique à batterie pour ça. On a évidemment aussi un œil sur la consommation des ressources naturelles, ce qui a été aussi évoqué tout à l'heure dans la présentation de l'étude. Et on ne voudrait pas tomber d'un excès dans l'autre, c'est-à-dire youpi, on décarbone, mais pas youpi du tout. On a un cycle de vie et une pression sur les ressources naturelles, sur les batteries très négatif. Donc, on suit aussi avec beaucoup d'attention non seulement l'évolution du prix des batteries, qui, comme le disait Marc Lejeune tout à l'heure, a une tendance vraiment très nette et très favorable, ce qui fait qu'on se rapproche en effet sur certains types de véhicules des TCO du diesel sensiblement, mais on est aussi attentif aux technologies de batterie et notamment leur recyclage. Oui, oui, Philippe, là où je vous rejoins, effectivement, je pense que l'un des grands chantiers qui s'ouvre après cette analyse de cycle de vie sur les émissions de CO2, c'est effectivement de travailler sur la question de la recyclabilité et la question des technologies batteries qui, par ricochet, ont un impact sur les ressources. Donc ça, je pense, c'est un chantier pour 2021 sans problème. Dernière question. Je peux juste faire la publicité de cette très belle étude faite par Carbone 4 il y a quelques années déjà sur la viabilité technique et économique de transport longue distance par alimentation caténaire. C'est très intéressant, mais pas facile à court terme. Et cette étude est disponible sur notre site. Si vous recherchez, tapez autoroute électrique carbone 4, vous la trouverez. Dernière question pour Gilles, en 2 minutes. Gilles, donc de la FGNV. On entend beaucoup de transporteurs qui se demandent simplement comment faut-il faire pour s'approvisionner en gaz vert. Est-ce que les mécanismes de garantie d'origine qui existent sont une bonne idée? Comment s'assurer de ne pas tomber dans les mêmes travers que pour les garanties d'origine renouvelables pour l'électricité, qui ne stimulent pas le développement des renouvelables dans le cas de l'électricité? Alors, je ne connais pas les travers des garanties d'origine pour l'électricité, vous m'en excuserez. Mais concernant le gaz, en fait, donc il y a une directive européenne sur ce registre des garanties d'origine et qui est très bien gérée en France de manière extrêmement sérieuse par GRDF. Et donc, de ce point de vue-là, il n'y a aucun souci et c'est d'ailleurs, ça s'améliore de mois en mois, cette gestion. Et donc, il n'y a aucun souci sur la qualité du biométhane qui est injecté dans les réseaux. Et demain, j'en parlais tout à l'heure, il n'y aura aucun souci sur la qualité du biométhane qui sera issu directement à la ferme, liquéfié et qui alimentera ensuite des stations GNL. Donc ça, j'ai pas de souci. Comment développer en fait la production de biométhane? Ben, c'est simplement en reconnaissant ses qualités et ses atouts. J'étais la semaine dernière chez le président de l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France, qui est donc un céréalier qui a 200 hectares, et qui m'expliquait en fait que chaque année, depuis qu'il est passé au biométhane, avec son digestat, il économise 50 000 € d'engrais chimiques. Et rien que ça, c'est déjà un avantage sérieux. Il y a le traitement aussi des déchets qui est en question. Et puis enfin, il y a ce revenu complémentaire pour les agriculteurs dans le cadre de leur activité traditionnelle, qui est assez proche d'ailleurs de ce qu'il m'expliquait de son activité traditionnelle. Et parallèlement, lorsque je suis allé le voir, j'étais avec le président de France Nature Environnement, qui également s'est exprimé. On a un petit film qui va sortir bientôt sur le sujet du gaz vert, et qui disait en fait tout le bien que les écologistes pensaient, enfin les écologistes, les militants écologistes pensaient en fait du biométhane
comme une ressource naturelle qui permettait à la fois de décarboner le transport, le bâtiment et puis peut-être l'industrie s'il en reste. Voilà. Ok, c'est clair. Merci Gilles pour ce panorama. Et ça sera la conclusion de la table ronde. Il nous reste 25 minutes. On va essayer avec Nicolas et avec nos 4 invités de répondre au maximum de questions qui nous sont parvenues. Et il y en a eu énormément, énormément. Alors, je vais prendre d'abord la main pour répondre à des questions spécifiques à l'étude. Tout d'abord, à propos des hypothèses, je ne vais pas pouvoir répondre dans le détail à toutes les questions qu'il y a eu sur quelles hypothèses on a choisies. Je vous invite à télécharger l'étude qui est disponible sur le site de Carbone 4 et les hypothèses sont précisées à chaque fois en début de chapitre et toutes les sources sont indiquées à la fin du document. Donc, je vous invite à regarder ça. Juste, je vais donner deux hypothèses en particulier. On nous a posé la question sur les PHEV, donc les véhicules hybrides rechargeables. Notre hypothèse de calcul, c'est 30% en mode électrique. Et évidemment, c'est basé sur des remontées de terrain, mais c'est des choses qui sont très variables selon les pays. On en a tout à fait conscience. Donc, ça peut changer. Par ailleurs, en termes d'hypothèses également, je voulais vous signaler, qu'est-ce que je voulais vous signaler? Non, ça va être tout pour les hypothèses, j'en dirai pas plus. Encore une fois, je vous renvoie à l'étude. J'ai une question qui est particulièrement pertinente et que je vais adresser d'abord, je pense, à Gilles Durand de la FGNV. On a une question qui concerne le fait qu'il y a un risque que les transporteurs équipés de véhicules au GNV en fait utilisent tout le temps du GNV et puis il y a du bio-GNV et donc que ça ne décarbone pas en fait le transport routier. Donc quelque part, ça serait de l'énergie brune. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça, Gilles, par exemple? D'abord, c'est la même chose pour tous les carburants alternatifs, que ce soit le gaz, l'électricité c'est vrai pour les ou l'hydrogène. biocarburants. Donc voilà, on est sur un sujet effectivement que l'on connaît. Et ce que nous pensons, c'est qu'en fait, il faut arriver à raisonner en incorporation moyenne. On parlait tout à l'heure du registre des garanties d'origine. Ce registre, en fait, il dit quelle quantité est utilisée à quel usage. Et donc, ça permet de savoir, c'est pour ça que je disais qu'on avait 20% des garanties d'origine en 2020 qui seront utilisées pour le transport. Eh bien, on mesure ce taux moyen. Et donc, à partir du moment où on raisonne en taux moyen, lorsqu'on achète un véhicule qui roule au gaz, eh bien, on est à peu près certain qu'il roulera avec ce taux moyen, globalement. Voilà. D'accord. On a beaucoup de questions autour des biocarburants, donc on va passer quelques minutes sur ce sujet-là. On a notamment un sujet autour ce que nous on appelle les LUC, Land Use Change. En français, c'est le CAS, le changement d'affectation des sols. Et c'est vrai que ça a une importance déterminante lorsqu'on analyse les bénéfices ou en tout cas la performance carbone des biocarburants liquides. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que dans notre étude, on s'est basé sur une des études qui fait référence, celle qui nous semble aujourd'hui, en tout cas, l'étude publique la plus reconnue, c'est l'étude Globium de 2015, qui est une étude à l'échelle de l'Europe et qui donne le détail des impacts CO2 pour différents types de biocarburants en prenant en compte les changements d'usage des sols directs et indirects. On sait très bien que cette question est toujours débattue. Autant le changement d'usage des sols direct l'est un peu moins. Sur la question indirecte, ça l'est bien davantage parce qu'on sait que ça fait intervenir beaucoup d'hypothèses et que donc c'est soumis à incertitude. On en est tout à fait conscient. Néanmoins, pour faire nos travaux, on a décidé de retenir cette étude qui est une étude de référence, mais on est conscient que c'est parfaitement perfectible et que les résultats ne sont pas définitifs sur ce point précis. Donc ça, c'est concernant les LUC. Concernant les biocarburants de deuxième génération, on a eu plusieurs questions à ce sujet. Donc, c'est vrai que dans nos travaux, on n'a pas pu tout traiter. C'est-à-dire qu'on aurait adoré, mais il aurait fallu un budget encore plus gros, donc on n'y est pas arrivé. Il aurait fallu qu'on y passe beaucoup de temps.
Et donc, on a fait des choix. On n'a pas tout traité. On a décidé de faire des impasses pour se focaliser sur un certain nombre de technologies et d'énergies qui nous paraissaient celles qui seront dominantes à l'horizon 2030. Au-delà de 2030, on peut effectivement tout à fait imaginer que l'univers des biocarburants bascule de ce qu'on appelle la première génération vers la deuxième génération. Et la deuxième génération permettrait plutôt d'utiliser des déchets ou de la lignocellulose et donc de moins utiliser des cultures comme on le fait aujourd'hui avec la betterave, avec le colza, le maïs, etc. Donc ça, on peut tout à fait l'imaginer. C'est vrai qu'on ne l'a pas évalué à ce stade et on pourrait le prendre en compte. Mais ce qu'on a pu voir par rapport à ce qui se trame en termes réglementaires à l'échelle européenne, en termes de R&D, en termes de maturité industrielle, on ne voit pas à l'horizon 2030 les carburants avancés de deuxième génération prendre une part importante du mix de carburant liquide, quelques pourcents tout au plus. Donc ça, on en a tenu compte quand même dans nos simulations, mais comme c'est des petits chiffres en termes d'incorporation, ça se voit peu sur les résultats. Une question toujours sur les carburants que je vais poser à Gilles, encore une fois. Le biogaz a le vent en poupe, Gilles. C'est une question qui est assez complexe à mon avis. Quid de l'usage des terres pour le bio-GNC, les terres agricoles étant mises à contribution pour la production de biogaz. Donc, c'est la même question que pour les biocarburants liquides, mais appliquée au bio-GNC. Quid du changement d'affectation des sols indirect? Je ne suis pas un spécialiste, hein, mais de ce que j'ai compris, il n'y a pas de changement d'affectation des sols. En fait, puisque le biométhane est issu de la valorisation des déchets agricoles, enfin, entre autres, puisqu'il y a également les déchets ménagers par ailleurs, et la méthanisation des stations de bout d'épuration. Mais concernant ce sujet, en fait, aujourd'hui, ce qui est admis en France, c'est 15% de culture énergétique pour les intrants dans le bio-GNV, enfin dans le biométhane. Donc on n'est pas du tout, on est un carburant avancé en fait, hein. Donc il n'y a pas du tout d'utilisation des terres agricoles pour la production de biométhane. On n'est pas en Allemagne, quoi. Oui, ce n'est pas des cultures à vocation énergétique qui sont utilisées non. Non, on peut aller jusqu'à 15%. D'accord. Non, mais voilà, je pense que ça apporte un élément de réponse. Merci. Alors, on a une question autour du biodiesel oléosan. Cette question revient assez souvent. Alors, pour rappel, c'est un biodiesel développé par une grande entreprise française spécialisée, et c'est un coproduit agricole, effectivement. Et donc, la question est, comme il n'y a pas de conflit d'usage, puisque c'est un coproduit, donc il n'y aurait pas de conflit d'usage, est-ce que le bénéfice carbone, en fait, est-ce que le bénéfice carbone n'est pas meilleur? C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'impact indirect en termes de changement d'affectation des sols? Eh bien, cette question, on n'a pas encore la possibilité de la creuser. On n'a pas trouvé de documentation sur l'oléosan qui nous permette de nous faire une opinion à ce sujet. On entend tout à fait l'argument du fait que ce soit un coproduit, mais comme souvent dans les biocarburants, c'est des coproduits. Le bio-GNV est un coproduit puisqu'il y a du digestat, il y a d'autres choses utilisées par les agriculteurs. Les biocarburants au sens large aussi, dans la fabrication des biocarburants, on a des coproduits. Donc après, il y a des questions d'allocation des émissions tout au long de la chaîne de valeur et qui rentrent en compte dans le bilan, dans l'empreinte carbone du biocarburant. Mais s'il y a en amont quand même au niveau de la production du colza des impacts indirects liés au changement d'usage des sols, et il n'y a pas de raison que ça ne se retrouve pas aussi sur les coproduits plus bas dans la chaîne de valeur. Donc à ce stade, on n'a pas les infos, on essaie de creuser, on espère en avoir bientôt, et peut-être qu'effectivement c'est une très bonne idée. Après, il y a toujours les limitations qui vont être liées aux cultures G de première génération, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'imaginer à très grande échelle pour des questions de potentiel de développement, mais ça peut être bien pour certaines applications, pour des flottes captives, etc. Peut-être pour l'agriculture, tout simplement, pour que l'agriculture se décarbone elle-même. Alors, je balaye, je découvre
un certain nombre de questions. Alors, on a des questions sur le véhicule électrique à batterie, et c'est bien normal. Quel est l'impact sur le réseau électrique? Faudra-t-il construire de nouvelles centrales nucléaires? Si oui, comment le faire? Ça, c'est une question qui, depuis des années, en fait, hein, est posée par nos interlocuteurs. Alors, nous, Carbone 4, on avait déjà apporté des premiers éléments de réponse il y a 2 ans dans une publication dédiée aux véhicules électriques, déjà à l'époque, et où on avait montré que, en gros, pour 8 millions de véhicules électriques, ce qui est déjà très conséquent, hein, 8 millions de véhicules électriques en France, on estimait que ça consommerait à peu près 9 TWh d'électricité, et sachant que la France en produit 500 TWh chaque année. Donc, c'était tout à fait gérable, sans problème, par les moyens de production, même actuels. Mais en fait, je vous invite plutôt je vous renvoie plutôt vers des travaux de RTE, hein, qui est l'entreprise de transport d'électricité en France, qui a publié une étude de référence sur la question en 2019, sur le développement de l'électromobilité en France. Et à vrai dire, ces travaux montrent que même avec un développement très fort de l'électromobilité, puisque dans leur scénario haut, en 2035, on est sur plus de 15 millions de véhicules électriques en France, tout type de véhicules compris, hein, sachant que le parc en France aujourd'hui, il est autour de 35 millions de véhicules, donc 15 millions, c'est presque la moitié, c'est très conséquent. Et ils arrivent à des conclusions tout à fait similaires, et je peux même vous citer la phrase exacte que vous trouverez dans ce rapport. Qu'est-ce qu'on peut lire? Les études menées sur le scénario haut de développement de la mobilité électrique ont démontré en première approche la faculté du système électrique à accueillir jusqu'à 15 millions de véhicules électriques d'ici 2035 sans difficulté majeure. Alors, derrière, il y a des hypothèses de pilotabilité, évidemment, de pouvoir piloter la recharge. Mais a priori, le gestionnaire ne se fait pas de soucis le gestionnaire du transport d'électricité en France ne se fait pas de soucis par rapport à ça. N'oublions jamais, en fait, qu'un moteur électrique est 4 fois plus efficace qu'un moteur thermique, 4 fois plus de rendement, ce qui veut dire qu'in fine, on a besoin de beaucoup moins d'énergie finale pour la même mobilité, la même demande de mobilité. Donc, effectivement, plus d'électricité probablement, mais dans des proportions qui sont tout à fait gérables à l'échelle de la France. Stéphane, on peut peut-être ajouter que nos clients rechargent la nuit, dans le moment où il y a une demande d'électricité très faible et où EDF repompe dans les barrages. Donc, pour l'instant, c'est assez vertueux. Alors, tout à fait. RTE prend ça en compte évidemment dans les pratiques de recharge des utilisateurs de véhicules électriques. À savoir qu'il y a des scénarios pour lisser la recharge, et effectivement, beaucoup d'utilisateurs rechargent la nuit, ne serait-ce que parce que c'est moins cher la nuit, tout simplement. Donc, c'est aussi pour faire des économies. Alors, j'ai une question pour Christelle Verquin à propos d'hydrogène vert. Donc, Christelle, la question est la suivante. Vous avez dit qu'on produirait 700 000 tonnes d'hydrogène décarboné en France, dont 300 000 iraient aux nouveaux usages de mobilité. Mais à ce jour, mais à ce jour, on a déjà besoin de 900 000 tonnes. Donc en 2030, on n'en aura pas remplacé la moitié. Quant au processus, il y a des présentations montrant le meilleur coût, mais aussi le moins émissif, comme le vaporeformage avec CCUS sur le CO2 issu du processus. Attendez. Donc, il y a le CCUS, effectivement. Pourquoi donc, en fait, se concentrer uniquement sur l'électrolyse? Et ça, c'est une question qu'on peut éventuellement poser aussi derrière à Gilles sur le biogaz. Mais Christelle, allez-y. Oui, alors la première, sur le premier point, l'idée c'est simplement de mettre en évidence que l'usage de l'hydrogène n'est pas quelque chose de nouveau. Simplement, tout l'enjeu, toute la nouveauté, si on peut dire, c'est de substituer l'hydrogène issu de reformage de gaz naturel majoritairement aujourd'hui, ce qu'on appelle l'hydrogène d'origine fossile, par de l'hydrogène vert ou bas carbone. Et donc, ce processus de substitution, évidemment, il ne bascule pas du jour au lendemain. Donc, sur la trajectoire de décarbonation, on estime décarboner les usages industriels actuels en même temps qu'on déploie la mobilité zéro émission. Et là-dessus, j'en profite pour faire une petite parenthèse, puisque ça a été rapidement dit tout à l'heure, mais j'insiste.
L'enjeu pour les usagers, c'est bien entendu la trajectoire bas carbone, etc. Mais on a aussi un enjeu sur le zéro émission à l'échappement pour des raisons de pollution de l'air et de pollution par le bruit. Et je crois que là-dessus, il y a un consensus qui se dégage sur les véhicules électriques, qu'ils soient à batterie ou à hydrogène, en fonction des usages, l'un ou l'autre étant la meilleure des solutions. Après, il y a effectivement d'autres façons de produire de l'hydrogène qu'on appelle bas carbone. Alors, il y a évidemment le reformage de gaz naturel avec captage et séquestration du CO2. On a publié en juillet 2020 un manifeste de notre filière qui consolide un peu notre vision, dans laquelle on explique effectivement que 130 000 tonnes d'hydrogène à 2030 pourraient être issues des unités de reformage de gaz naturel qui existent déjà et pour lesquelles on pourrait ajouter des unités de captage et de séquestration du CO2. Ce n'est pas la voie qu'a privilégiée le gouvernement français dans l'aide qu'il accorde au déploiement de la filière. Voilà. Donc l'idée, c'était d'aller vers une filière d'électrolyse, aussi pour des raisons de technologie, de choix technologiques. D'accord. Mais il y a plusieurs, j'en profite entre parenthèses aussi pour dire, puisque il existe aussi des moyens de production d'hydrogène par pyrogazéification de biomasse. Enfin, il existe un panel de propositions sur la production d'hydrogène renouvelable ou bas carbone. Et là-dessus, on travaille avec les services de l'État depuis la loi énergie-climat qui proposait de mettre en place un cadre juridique et de soutien à l'hydrogène. Donc, on travaille sur une ordonnance et des décrets liés à la terminologie de l'hydrogène, au cadre de soutien et aux enjeux de traçabilité et de cadre des garanties d'origine également. Voilà, donc il y a une terminologie de différents types d'hydrogène qu'on peut retrouver là. D'accord, parfait. Je voudrais revenir sur la thématique batterie. On a des questions autour des batteries encore. Alors, la première question, est-ce qu'on a bien dit que l'augmentation du nombre de batteries diminuait leur empreinte carbone? De manière indirecte, oui, parce qu'effectivement, plus les usines, les gigafactories vont produire des batteries, et effectivement, plus ça va permettre de faire des gains d'efficacité, des gains d'échelle qui vont se traduire par une baisse mécanique du contenu carbone du kilowattheure de batterie. Ça, c'est une certitude, c'est assez mathématique, c'est les processus industriels très classiques. Toujours sur les batteries, on a des questions autour des métaux qui composent les batteries. Alors là, je prends quelques minutes parce que on entend beaucoup de choses là-dessus autour des batteries qui disqualifieraient les batteries. Je préfère utiliser des terminologies correctes. Donc, on pose la question des métaux rares, des terres rares qui seraient dans les batteries, et donc des problèmes que ça peut poser, effectivement. Alors, il se trouve que ce n'est pas des métaux rares. Ça, c'est la première chose quand même qu'il faut rappeler. C'est des métaux qui ne sont pas rares, que ce soit le nickel, que ce soit le lithium, que ce soit le cobalt ou le manganèse. On n'est pas sur des métaux rares. La question avec ces métaux, c'est plutôt les conditions dans lesquelles ces métaux sont produits qui ne sont pas toujours, je dirais, aux normes de ce qu'on peut faire en Europe, typiquement. C'est vrai que c'est des métaux, il y a des mines qui sont dans des régions du monde, notamment on parle pour le cobalt, qui sont au Congo, et il y a certaines conditions d'exploitation qui ont été dénoncées. Je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est sûr que la production de pétrole au Nigeria n'est pas la même qu'en Scandinavie, qu'en Norvège. C'est un peu la même chose. L'exploitation d'une mine au Congo, ça ne va pas être la même qu'une mine qu'on aurait par exemple en France ou en Allemagne. Il ne faut pas négliger ce point. Je dis juste que ce n'est pas des métaux rares. Ensuite, il n'y a pas de terres rares dans des batteries. Hein. Ça, je ne sais pas d'où sort c'est une forme de légende urbaine, en fait. Il n'y a pas de terres rares dans les batteries. Il peut y avoir dans certaines technologies de moteurs électriques des terres rares. Là, c'est peut-être Marc Lejeune de Volvo qui pourra nous en dire un peu plus. Mais a priori, ça, ce n'est pas un sujet de terres rares. Donc ça, c'est un premier point sur les métaux. À remplacer, ce qu'il faut dire aussi, c'est que aujourd'hui, dans le monde, il y a à peu près 1 milliard de véhicules, même un peu plus, 1 milliard de véhicules terrestres, routiers. Si on cherche à remplacer en quelques décennies 1 milliard de véhicules routiers qui sont thermiques
par des véhicules routiers à batterie, c'est sûr que ça ne peut pas marcher. Et c'est bien pour ça que dans nos conclusions, on explique qu'il faut avoir une vision systémique et que l'électrification par batterie apporte plein de solutions en complément du biogaz et de l'hydrogène bas carbone, mais qu'on ne peut pas juste raisonner à isoparc, à iso-usage. Il faut repenser les usages parce qu'on a ces solutions-là qui ont leurs propres inconvénients, il faut en tenir compte. Elles décarbonent, ce qui est quand même la première priorité. Et à côté de ça, si on veut qu'elles se diffusent largement, il faut accepter de remettre en cause certains usages. Et donc, on ne peut pas se dire on va avoir autant de véhicules. Et ne serait-ce qu'aussi en termes de pression sur les ressources en métaux. Parce qu'ils ont beau ne pas être rares, s'il faut faire 1 million de véhicules avec quelques kilos de nickel ou de lithium, ça va poser des problèmes. Donc voilà, j'ai essayé d'apporter quelques précisions à ce niveau-là. Je poursuis. Est-ce que quelqu'un parmi les gens de la table ronde veut apporter un complément? Oui, je peux juste apporter un complément, Stéphane, à ce que vous venez de dire. Il y a des terres rares dans les aimants permanents de certains moteurs électriques, effectivement. Donc il y a une confusion là entre les batteries et les moteurs électriques. Une autre chose qui est importante de souligner, c'est dans l'étude qui a été faite ici, on voit que dans la production du véhicule électrique, le CO2 pour produire les batteries est une grosse partie. Et ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que l'électricité se décarbone très vite en Europe, mais aussi dans le reste du monde, et donc que le CO2 pour produire les batteries va baisser avec le temps, en 2030, 2040, 2050. Donc à horizon 2050, produire les batteries produira beaucoup moins de CO2 qu'aujourd'hui. Oui, on a déjà observé au cours des 5 dernières années que l'empreinte carbone de fabrication avait bien baissé, d'une part parce qu'il y a l'effet d'échelle dont je parlais tout à l'heure, et aussi parce que le facteur d'émission de l'électricité dans les pays producteurs baisse déjà de manière significative. J'ai une question pour Gilles à propos du gaz et des particules fines. Et je crois bien que Philippe de Carnet de Géodis avait aussi tout à l'heure soulevé la question sans essayer d'y apporter une réponse. Donc, est-ce que le gaz émet des particules fines ou des oxydes d'azote? Et le biogaz, est-ce que c'est différent du gaz naturel? Alors, au niveau des émissions de particules, c'est la même chose puisque c'est la même molécule. Simplement, je suis en train de rechercher une étude qui vient juste de sortir, là, qui a été faite par AirParif, qui est assez significative, qui montre bien en fait la baisse des émissions de particules et d'oxyde d'azote liées au GNV ou au bio-GNV, puisque en l'occurrence c'est la même chose pour ces émissions. Le changement se situe juste au niveau du changement se situe juste le changement, pardon, je suis en train de rechercher cette étude, je la recommande à tous. Voilà, gamme des émissions d'oxyde d'azote NOx des bus. Alors là, ils ont fait un truc pour les bus. Bon, c'est normal, hein, ils font la qualité de l'air en ville, les bus circulent. Par rapport à un Euro 4, l'Euro 6, on divise par 4 les émissions d'oxyde d'azote, par 10 pour l'hybride et par 30 pour le GNV. Voilà, je vous recommande cette étude d'AirParif qui répond beaucoup mieux que moi à la question. D'accord. Ok. Gilles, vous nous partagerez le lien et puis on essaiera de le diffuser Tout à à tous fait. les temps. Et c'est récent, je viens de la recevoir aujourd'hui, donc vous voyez. Ah oui, c'est tout chaud sorti du four. Ok, très bien. Alors, je vais Voilà. prendre, oui, je vois qu'il reste 1 minute. Alors, je vais prendre une ou deux dernières questions. Alors, déjà une clarification. Donc, sur les batteries, oui, on a pris en compte la fabrication des batteries, effectivement, dans nos calculs. J'espère que c'était clair. Et effectivement, si on ne fait pas, on fait quand même une erreur importante. Est-ce que vous avez des éléments chiffrés sur le coût du bio-GNV? Ah ben, c'est encore pour Gilles. Gilles, des éléments de coût pour le bio-GNV. Alors, si on parle du coût à la pompe, parce que je pense que c'est ce qui intéresse tout le monde, voilà. On est, parce qu'il y a un phénomène quand même assez incroyable qui est en train de se produire, c'est qu'on n'est plus du tout dans le modèle des carburants classiques où il y a quelques grands acteurs. On a maintenant, donc bien sûr, des énergéticiens qui développent des stations. On sait Total, Engie, Solutions, enfin voilà, et bien d'autres développent des stations. On a également les transporteurs qui ouvrent leurs propres stations et qui les ouvrent à leurs collègues. On a maintenant les agriculteurs
Je parlais tout à l'heure du président de l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France. Il prévoit d'ouvrir une centaine de stations quasiment à la ferme, une vente de bio-GNV à la ferme, qui serait issue du méthaniseur et qui irait directement dans une station bio-GNV. Vous voyez, c'est du producteur au consommateur. Voilà, donc on a des modèles très variés. Et ce qu'on peut dire, c'est que on a aujourd'hui, dans la plupart des cas, 10 à 15% de surcoût sur le bio-GNV, avec un coût du GNV qui est de l'ordre. Alors, hein, il y a un coût moyen qui a été établi par la DGEC, puisqu'on rentre maintenant dans une obligation d'affichage du prix des carburants, qui est de l'ordre de 98 centimes TTC du kilo. Le kilo, c'est l'équivalent énergétique d'un litre diesel. Voilà. Donc, alors ça fait en gros 1 euro et 1,15 € en prix moyen pour le bio-GNV. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Oh, bah, je pense que ça apporte des éléments. Alors, nous sommes arrivés au bout. Je vais répondre à une dernière question parce qu'elle est revenue assez fréquemment au sujet du recyclage des batteries. Et puis, on pourrait se quitter là-dessus. Donc, quid du recyclage des batteries? Alors, il faut savoir que en Europe, en tout cas, des directives sont en place pour que la filière de recyclage des batteries se développe. Et il va y avoir des critères qui seront imposés aux constructeurs pour que les batteries soient recyclées, évidemment, pour que les métaux qui y sont soient réutilisés. Donc ça, c'est une excellente chose. À propos du recyclage, il faut savoir qu'en France, on a des entreprises qui sont en pointe là-dessus. Je pense à une entreprise notamment basée en Aveyron, la SNAM, qui est assez fait partie du peloton de tête des entreprises qui sont capables de faire du recyclage de batteries de véhicules électriques. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que par rapport à l'idée qu'on s'en faisait il y a 10 ans, c'est que les batteries sont beaucoup plus robustes et tiennent beaucoup mieux, je veux dire, leur performance au cours du temps. Et aujourd'hui, en fait, les constructeurs, que ce soit Renault, Nissan et d'autres, ceux qui ont commencé assez tôt sur l'électromobilité, réalisent qu'en fait, ils étaient assez pessimistes par rapport à ça et que les batteries aujourd'hui, il y en a toujours très très peu qui sont passées au niveau du recyclage parce qu'elles sont toujours en service finalement. Donc, ils aimeraient bien développer une seconde vie. Hein. Il y a des projets autour d'utilisation dans une deuxième vie pour faire des usages stationnaires des batteries, notamment dans les bâtiments, dans les usines. Mais aujourd'hui, elles sont toujours utilisées dans la mobilité parce qu'il s'avère qu'elles ont une bonne longévité. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça rassure plutôt sur le fait que c'est une technologie intéressante dans la durée et qui est plutôt soutenable de ce point de vue-là. Alors, écoutez, on est à 15h32. Je vous remercie pour votre participation. Je remercie encore une fois très sincèrement nos invités, nos 4 invités qui ont répondu présents. Merci Philippe, merci Christelle, Marc et Gilles. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. On n'a pas du tout répondu à toutes les questions, vraiment désolé, mais on ne pouvait pas. On a eu vraiment beaucoup, on a été noyés sous les questions. Sachez que voilà, l'étude, elle est disponible sur notre portail, sur le site Carbone 4. Elle est très détaillée, donc vous pourrez trouver, je pense, réponse à de nombreuses questions auxquelles on n'a pas répondu. Et bien sûr, sachez que ce webinaire a été enregistré, donc on vous enverra le lien si vous voulez le revoir et on vous fera passer également le support. Merci beaucoup et puis à très bientôt.